Federer et Nadal ont eu un enfant, et oui, tout est possible en 2022, et il s'appelle Carlos Alcaraz. Gros plan dans ce digest sur la pépite espagnole. Également au programme, les mots forts de Medvedev à l'encontre de Kyrgios, et une information incroyable. Tennis Australia, tenez-vous bien, aurait payé les frais de justice de Novak Djokovic. C'est le programme épicé de votre nouveau digest de l'Open Australie, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau par l'information incroyable du jour. Alors attention, c'est au conditionnel, mais quand même l'information vient du Daily Mail, un journal australien. Tennis Australia aurait donc payé les frais de justice de Novak Djokovic. On va dévoiler l'article, donc on a cette quote: les organisateurs de l'Open Australie, selon le Daily Mail, qui reçoivent chaque année des millions de dollars de fonds publics, auraient accepté de payer les frais juridiques de la star serbe expulsée. En vert, le montant pourrait avoisiner le demi-million de dollars australiens. Ouh, ça fait mal, 320 000 patates. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est Tennis Australia qui paye ses frais de justice, pas Novak lui-même, a déclaré la source. Ils reçoivent des fonds du gouvernement pour l'événement, l'Open Australie, et donc, en fin de compte, le contribuable paiera ses frais juridiques, même s'il a perdu. J'adore cette histoire, elle est tellement ironique, parce qu'on sait qu'une grande majorité des Australiens voulaient dégager Novak Djokovic. Eh bien écoutez, dans vos impôts, vous allez payer la police, vous allez payer l'éducation, et vous allez payer les frais de justice de Novak Djokovic pour qu'il se casse d'Australie. Je trouve vraiment cette nouvelle, si elle est avérée bien sûr, on verra sur ces prochains jours, mais la source a l'air quand même relativement fiable, c'est absolument succulent. Une autre succulence dans cette affaire, c'est en violet. La nouvelle survient après que l'organisation de l'Open Australia a refusé de fournir une aide juridique à la joueuse tchèque Renata Voráčová. Souvenez-vous, c'est cette joueuse de double qui était arrivée une semaine avant Novak Djokovic, qui avait disputé un match de double et qui avait été expulsée manu militari quand l'affaire Djokovic avait explosé, et donc qui a également été expulsée après l'annulation de son visa. Donc on le voit, il y a vraiment un deux poids deux mesures. 320 000 balles pour Novak. Renata Voráčová interdite de séjour en Australie pendant 3 ans. C'est aussi applicable pour Novak jusqu'à preuve du contraire. On verra évidemment la suite de cette histoire, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ce monde qui est raconté dans cette petite affaire. Et on enchaîne dans ce côté réseau avec les mots forts de Daniil Medvedev à l'encontre de Nick Kyrgios. Le match incroyable demain à partir de 9h du matin, c'est immanquable. Donc on écoute les mots, il va essayer de définir le doudingue australien. Yeah, I mean, he's definitely a character. And you know, I think probably like almost everybody in the world, there are some things I adore in what he does, and some things I don't like. I'm not gonna tell what exactly, but as you say, you know, he's kind of going to extreme almost all the time he's on court. That's why people love to watch him. Even if they hate him, they love to watch him, and that's his strength. Donc Daniil ici, il parle de la fascination qu'exerce Nick Kyrgios sur les foules, sur le public du tennis. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont d'accord avec ce que dit Daniil Medvedev, c'est-à-dire que même si vous le détestez, même si vous l'aimez pas, vous êtes quand même fasciné par ce joueur. Vous regardez ce qu'il fait parce que c'est un joueur qui est magnétique, qui est hypnotique. Il dit aussi, Daniil, qu'il y a certaines parties de sa personnalité, de ce qu'il fait, qu'il déteste, d'autres qu'il adore, mais il veut pas livrer exactement la nature de ça, c'est normal. Il y a le mind game aussi qui va s'opérer avec deux joueurs qui sont des rois du drama, ce sont des drama queens tous les deux. Donc en tout cas demain 9h, je me répète, mais ça va être absolument succulent, on en reparle clairement dans le digest de demain. Troisième info dans ce côté réseau, et on bascule complètement dans un autre registre, et c'est le grand récit de Laurent Vergne, excellent encore sur Vitas Gerulaitis, la rock'n'roll star des années 70-80, le grand pote de Björn Borg, et donc cette époque, cette belle époque du tennis, regardez-moi ça, avec une jeune femme en 1978, mannequin Lisa Ryal au Studio 54. On voit donc dans cet article cette époque qui est narrée par Laurent Vergne, je vous mets le lien dans la description, c'est de la bombe, et on nous parle d'une certaine époque du tennis. Là on a le Big Three, on pense que c'est l'âge d'or du tennis, mais il y a eu d'autres âges d'or, et notamment à cette époque. En jaune, on mesure mal depuis notre temps à quel point les tennismen étaient des stars à cette époque, surtout aux États-Unis. En bleu, bien plus qu'aujourd'hui, rappelle Mats Wilander. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'une poignée de grandes chaînes nationales, le tennis passait sur CBS, NBC, ABC, il n'y avait pas de chaîne du câble qui couvrait le tennis, pas de ESPN ou de Tennis Channel, donc quand tu étais en demi ou en finale de Wimbledon ou de l'US Open, toute l'Amérique te voyait et te connaissait. Et aujourd'hui, ça je trouve, et particulièrement du point de vue français, je trouve que c'est déplorable la couverture du tennis dans ce pays. On a perdu la Coupe Davis qui était un événement gratuit diffusé sur France Télévisions, ça n'existe plus, enfin bref, le truc qu'il y a maintenant en décembre, c'est de la MERDE si je peux me permettre. On avait Roland Garros aussi qui était gratuit du début de la journée à la fin. Maintenant on a vendu un peu notre âme au diable avec Amazon. Malheureusement les night sessions elles sont privatisées, donc tout le monde ne peut pas les voir. Et à cette époque, en fait, les mecs, les tennisman, ils rêvaient d'être des rockstars, les rockstars rêvaient d'être des tennisman. C'était un truc vraiment très cool d'être un tennisman. Maintenant, je trouve que derrière le foot, derrière le basket, derrière plein d'autres sports, c'est un petit peu relégué aux oubliettes. On a perdu cette exposition, on a perdu ce côté un peu funky, accessible, gratuit qu'on pouvait voir sur les chaînes. Alors vous allez me dire, c'est pareil avec le foot, les ligues anglaises, allemandes, espagnoles, faut payer. Ouais, c'est le côté un peu premium du sport. Maintenant, c'est un outil premium, c'est un outil
d'abonnement, le tennis. Vous êtes certainement abonné de votre côté à Tennis TV ou à Eurosport, mais pour une grande partie des gens, le fait que ce soit pas gratuit, qu'il n'y ait pas forcément de produit d'appel à part maintenant cette petite fenêtre à Roland-Garros, je trouve que c'est déficient pour l'exposition, pour l'image de ce sport. Là, je parle vraiment, encore une fois, du point de vue strictement français, et c'est clairement l'un des objectifs ici sur Service Volé, de promouvoir ce sport, de le rendre accessible, gratuit. C'est pas forcément facile tous les jours, mais on essaye. Dernière info dans ce côté réseau, Rafael Nadal, après sa qualification pour le 3e tour de l'Open d'Australie, difficile d'oublier que j'ai eu le scaphoïde cassé en deux. Il n'y a pas que le scaphoïde que t'as cassé en deux dans ta carrière, si je peux me permettre. En jaune, il parle de sa fin de carrière. Il est certain que je ne jouerai pas tout en endurant une souffrance extrême. Je joue parce que cela me rend heureux et parce que je suis motivé par les défis. S'il arrive un moment où la douleur l'emporte sur tout le reste et me retire cette illusion d'atteindre les objectifs que je me suis fixés, il sera temps de passer à autre chose. Pour l'instant, je ne suis pas dans cette ligne car je suis revenu avec beaucoup d'enthousiasme. On le voit depuis le début de la saison, après de nombreux mois sans pouvoir faire ce que je faisais, et j'espère que cela va continuer. Donc Rafa qui nous explique clairement qu'il arrêtera sa carrière simplement quand son corps dira stop, quand il en pourra plus de douleur. On se souvient de la phrase d'André Agassi au début de sa carrière quand il avait dit ouais, Rafa il signe des chèques en blanc sur son physique. Le gars il est encore là, 35 ans, bientôt 36, et encore des objectifs assez élevés. Mais attendez, ce ne serait pas l'heure du coin tactique, mais si, Carlos Alcaraz, le fils caché de Roger Federer et de Rafael Nadal, 3 palettes essentielles pour bien comprendre la nature de son jeu. Et d'abord pour commencer, alors lui il dit, je m'inspire beaucoup de Roger Federer, il essaie peut-être de cacher cette filiation avec Rafael Nadal, le débardeur, les gros muscles, forcément visuellement, il y a vraiment quelque chose avec Rafael Nadal, et le premier truc c'est son coup droit, l'électricité qu'il y a dans son coup droit, le transfert qu'il arrive à effectuer, et surtout quelque chose qui est très proche de Roger, le prime Roger, le coup droit entre 2004 et 2007, c'est qu'il refuse de reculer, et il est capable en demi-volée de réimprimer beaucoup de vitesse, de garder la balle basse, rectiligne, et de pouvoir accélérer dans ces conditions. C'est très rare ça, généralement en fait les joueurs, ils vont reculer un tout petit peu, ils vont prendre 1 mètre de distance, et ils vont essayer d'arrondir ou d'accélérer, un peu à la Gaël Monfils, qui est capable à 3-4 mètres de la ligne de fond d'envoyer une praline. Non, lui il reste ici, vous le voyez, à 1 mètre 50, il est campé, il a des grosses cuisses, il arrive à avoir énormément d'appui et à avoir une superbe giclette, et donc ça lui permet de garder le contrôle, de garder l'agressivité dans l'échange. Un autre secteur dans lequel Carlos Alcaraz a quelque chose de fédéresque, c'est son approche du filet, sa volonté permanente, systématique d'avancer vers le filet, d'avancer dans le court. Il est à 22 sur 27 dans ce match face à Lajovic. Ici on a donc une petite amortie, et derrière on va couvrir ce côté-là, on va déposer une petite volée tranquille. Il a cet instinct, il a ce QI tennis, on va en parler dans la prochaine palette, qui lui permet d'être redoutable déjà à 18 ans. Il y a une maturité qui est phénoménale. Si on compare par exemple avec Sinner, qui lui envoie des bûches côté gauche, côté droit, ne réfléchit pas trop sur un cours de tennis, à contrario, Alcaraz, malgré les gros muscles, malgré l'impression visuelle et cette facilité déconcertante à envoyer des bûches en coup droit, clairement il y a un QI tennis qui est largement au-dessus de la moyenne. Troisième et dernière palette sur Carlos Alcaraz, son QI tennis, son intelligence pratique. Quand vous avez une arme maîtresse comme votre coup droit, ce qui est en l'occurrence celle de Carlos Alcaraz, eh bien ce qui est très fort, c'est de réussir à la masquer, c'est de réussir à avoir beaucoup de variations. Ici on va avoir une petite amortie qui est difficilement lisible, il est derrière la ligne de fond, on voit d'ailleurs un Lajovic qui est surpris. Ça fait penser à Kyrgios par exemple, qui a ce service redoutable et qui va faire des roucoulettes, des services twinner à la cuillère. La clé dans ce sport, c'est la variation. Si vous proposez toujours la même balle à vos adversaires, ils vont finir par s'adapter, ils vont vous attendre sur certains schémas. Par exemple, Hugo Gaston qui spamme les amortis, ses adversaires vont commencer à avancer un peu, à l'attendre à 1 mètre ou voire coller la ligne, parce qu'ils vont savoir qu'il va, dans certains cas de figure, spammer les amortis. Bien là, c'est pareil. Si Alcaraz, toujours quand il est en décalage ici, il envoie une bûche droit devant, les adversaires vont anticiper côté droit. Donc il faut se renouveler, il faut varier. Ça, c'est difficile. Quand vous avez une arme maîtresse, vous voulez vous appuyer dessus, user et en abuser, mais l'intelligence, le développement d'un joueur, ça passe aussi par de la variation, ça passe par comprendre que le tennis c'est beaucoup de choses, c'est de la volée, c'est de l'intox, c'est des montées à contre-temps, ce sont des services kickés, ce sont des slices, ce sont différentes choses qui vous permettent d'avoir un jeu beaucoup plus complet et d'être une menace beaucoup plus dangereuse pour vos adversaires. Et justement, l'intelligence de jeu, la roublardise, c'est ce qui définit à merveille le jeu de Mannarino, 2 palettes pour bien comprendre ce qui s'est passé. Ubi qui a pris la sauce, qui a pris 3-7-0, bon il a tilt quand même assez vite, et une séquence que j'adore, c'est le service côté avantage de Mannarino. Alors il se met ici. Pourquoi il se met ici? Parce que service de gaucher, côté avantage, c'est le côté essentiel au tennis, c'est là que vous faites les différences, c'est souvent là que les points décisifs se jouent, et donc il ouvre les angles. Ubi, il est obligé de se mettre dans le couloir pour essayer de retourner, et ce que fait Mannarino, ce qu'il a fait énormément de fois sur les 10 balles de break de Ubi qui en convertit qu'une seule, c'est que le petit malin, il claque un énorme ace OT, et du coup il joue sur la menace du service extérieur qui va déporter son adversaire pour avoir cette zone libre et claquer des aces. Du coup il est rentré dans le cerveau du catch, et ensuite sur la deuxième balle par contre il se mettait un peu plus au centre pour éviter de se faire clouer long de ligne, parce que là forcément vous allez ouvrir les angles sur le retour de service. Donc l'intelligence de Mannarino qui s'est exprimée à merveille.
franchement sublime. Deuxième palette, Mana, hein, c'est le mec, il arrive 10 minutes avant le match, il sait pas qui il joue, hein, il se pointe sur le court et il dit en 20 secondes j'arrive à savoir quel va être mon plan de jeu, etc. Je peux passer pour un génie, je peux passer pour un con. En tout cas, ce qui est phénoménal dans sa palette technique, c'est qu'il est capable de faire des redirections extrêmement relâchées, déliées. Il a une tension très très basse, hein, sur sa raquette. Ici, il va juste déposer la balle. On a l'impression que il fait ce qu'il veut avec la balle parfois. Et Hurkacz en plus, hein, qui a été mauvais, qui a tilt, 29 coups gagnants, 40 fautes directes. Alors, qui va gagner le titre entre Gaël Monfils et Adrien Manarino? Ça, on le saura la semaine prochaine. Dernier point pour être tout à fait exhaustif sur ce coin tactique, le Z, le vil Z face à Jean Milhomme. Et un point que je voulais relever, même si la défaite a été assez sèche pour Jean Milhomme, c'est la tendance au relâchement qu'a Alexander Zverev. On l'a vu dans le 3e set de son premier tour, et là également, donc il fait le break d'entrée 1-0, et puis il a cette tendance, hein, le Z, on est raide comme un piquet sur ses jambes, le phasme allemand, j'allais dire indien, pas du tout, et du coup on va sortir la balle en longueur. Il y a encore, hein, ce défaut sur le best of 5 de la part de Sacha, qui a du mal à maintenir une constance émotionnelle, hein, sur le fil de ce format. Ça arrive, hein, progressivement, mais il a toujours pas battu de top 10 en carrière, hein, sur ce format. On va le surveiller bien sûr, un des gros favoris avec le Daniil. Le Daniil justement, c'est la reco du jour, le match à 9 h du matin, on en a parlé en ouverture de ce digest, sur la Rod Laver Arena face à Nick Kyrgios. De mon côté, je vais regarder aussi le Fokina contre Auger Aliassime, et puis pourquoi pas un peu de Dimitrov Paire, parce qu'on a envie de rigoler à 4 h 15 du matin. Bien évidemment, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du café.